Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro du Village Startup. Vous le savez, on se retrouve tous les mois ici au Village Baïséa au cœur de Paris pour vous faire découvrir les startups les plus innovantes du moment. Et Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. On va parler dans ce Village Startup tout d'abord de lunettes connectées, notamment pour le sport. Nous allons nous intéresser également à une solution de shopping virtuel, en réalité virtuelle. Et puis on ira prendre des nouvelles d'un petit robot français. Vous le connaissez peut-être. Eh bien, il est avec nous. Enfin, en tout cas, son créateur sera notre invité. Et oui, peut-être quand même on aura le robot sur ce plateau. On va voir ça dans un instant. Et puis Fabrice Marcella clôturera ce Village Startup. Vous le savez, c'est le maire de ce village. Et avec lui, on parlera du dynamisme des health tech en France, Jérôme. On est excellent dans ce domaine. On a quelques pépites. On en parle donc dans la santé, tout à l'heure. Voilà, merci d'être là et bienvenue dans ce Village Startup. Et nous allons donc commencer, François, avec ce concept qu'on croyait mort, en fait, avec les Google Glass. Finalement, eh bien voilà que non, il revient, il ne cesse de renaître sous différents aspects, le concept des lunettes connectées. Oui, et nous allons découvrir en 6 minutes, puisque vous le savez, c'est le pitch aussi de Village Startup, 6 minutes pour vous convaincre, pour nous convaincre. On va découvrir donc Active Look avec notre invité Éric Marcelin Dibon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jérôme va mettre en route le chrono et vous allez nous faire découvrir ces lunettes que vous avez apportées et qui sont là sur ce plateau. Éric. Qu'est-ce que c'est Active Look ? Voilà, tout à fait. Donc Active Look, c'est un module d'affichage tête haute intégré dans des lunettes, très léger, très compact. Grosso modo, ça fait 7 grammes et vous avez 15 heures d'autonomie. Et ça vous permet d'avoir vos informations en temps réel qui viennent de votre téléphone ou de votre montre ou d'autres capteurs. Alors à quoi ça sert ? C'est pour quelles utilisations ? Alors on pense en premier lieu tout de suite au sport parce que maintenant la majorité des gens qui font des sports d'endurance, de la course à pied, du vélo ou autre, mesurent tout le temps leur performance pour s'améliorer, pour améliorer leur santé aussi. Et donc là on leur donne la possibilité d'avoir directement dans leur champ de vision, en transparence, les informations qui viennent de l'application. Alors on a des images justement là qu'on est en train de regarder. Je chausse mes lunettes. D'accord. Qu'est-ce que je vois apparaître ? Comme ça, vous mettez vos lunettes, donc vous voyez rien. Ça ressemble à des lunettes solaires. Ça vous va super bien, exactement, Eric, franchement. Très bien. Et puis, merci. Et puis donc, vous voyez en fait finalement toutes les informations que vous pouvez avoir sur un téléphone portable, sur une application de sport. Donc par exemple votre rythme cardiaque, la distance, la vitesse, la cadence. Si vous avez des capteurs sur votre vélo, vous verrez la puissance ou toutes les autres informations d'un capteur. Et au-delà de ça, c'est une plateforme ouverte. Donc c'est aussi pour les développeurs de rendre leur application compatible avec les lunettes. D'où viennent les informations ? Ce n'est pas une application dédiée, ça peut être toutes sortes d'applications. Exactement, c'est-à-dire que nous, Active Look, c'est la plateforme en fait qui rend les lunettes à réalité augmentée, si vous voulez. Et finalement, derrière, on a une application dédiée pour le sport, mais c'est aussi une plateforme ouverte sur laquelle les gens peuvent développer différents types d'applications, pas uniquement pour le sport d'ailleurs. Alors, pour qu'on comprenne bien, ces lunettes sont connectées au téléphone. On est d'accord ? C'est le téléphone est un peu le hub. Voilà, de tout ça, exactement. Elles sont connectées au téléphone, donc il n'y a pas d'intelligence dans les lunettes, c'est un affichage tête haute. Voilà, et ce qui est bien, parce que dans votre téléphone, vous pouvez avoir plusieurs applications. On peut se connecter à la montre aussi. Donc, quand vous sans le téléphone à ce moment-là ? Sans le téléphone. Donc si par exemple j'ai une Apple Watch, ou alors je ne sais pas si ça marche avec Apple. Mais... Alors aujourd'hui ça marche avec Garmin, ça marche avec Apple aussi bientôt. Et donc vous pouvez aller courir et avoir les informations qui remontent directement dans votre champ de vision. C'est pas mal parce que quand on fait du sport, au début on regardait son téléphone, après il y a eu la Watch, on s'est dit tiens c'est un peu plus confortable, mais finalement on s'aperçoit que la Watch c'est pas forcément toujours la meilleure solution, tandis qu'avoir toutes les infos directement devant les yeux finalement c'est... Exactement, pour courir, regarder sa montre c'est pas très pratique, en vélo c'est aussi un peu dangereux de regarder son compteur de temps en temps, donc c'est aussi un gage de sécurité, mais ça ouvre la porte aussi à d'autres applications complètement diverses. Nous, on a été contactés pour de l'aviron, des gens en Australie pour du polo, des gens qui veulent surveiller le rythme cardiaque du cheval. Oui, vous, votre innovation, c'est vraiment ce mini-module tout petit qui permet de projeter de l'image. Exactement, donc c'est un module qui est à l'intérieur des lunettes. Il se voit Combien pas. il pèse, vous avez dit ? 7 grammes, donc 15 heures d'autonomie. Donc finalement, ça fait le poids de lunettes normales. Vu de l'extérieur, les lunettes ressemblent à des lunettes solaires. On laisse la possibilité aux marques, parce que finalement, fournir la technologie aux marques,
de faire leur propre design de monture. Donc là, vous ne vendez que votre petit afficheur tête haute, Exactement. enfin votre afficheur, voilà, votre petit afficheur OLED, c'est ça. Et l'idée, c'est de l'intégrer dans n'importe quelle marque, en fait. Et là, vous intervenez en marque blanche, finalement. Tout C'est à ça fait. On vend plus que l'afficheur, c'est ce que j'appelle le moteur optique, c'est-à-dire Oui. qu'il y a l'écran, l'optique, La l'électronique, connectivité. tout le système technique finalement qui va rendre les lunettes à affichage tête haute. Et alors, c'est utilisé par qui pour faire quoi aujourd'hui? C'est déjà commercialisé? Aujourd'hui, utilisé c'est déjà commercialisé par Julbo, qui ont introduit ce modèle sur le marché fin d'année dernière. Et il va y avoir 2-3 autres marques qui vont introduire un produit sur le marché cette année. Est-ce que je peux mettre votre petit module sur mes lunettes normales? Alors, sur vos lunettes normales, aujourd'hui, non, mais si vous avez envie de voir des informations sur vos lunettes normales, on peut prendre... allez, je reviens dans 1 an avec le prototype sur vos lunettes normales, vous me dites ce que vous voulez voir. Parce que l'idée, c'est de miniaturiser encore plus votre technologie pour qu'elle puisse s'intégrer dans des lunettes, on va dire, un petit peu plus urbaines. Parce que là, c'est vrai que c'est plutôt des lunettes sportives, etc. Est-ce que l'avenir, à votre avis, c'est le fait que Jérôme et moi puissions avoir votre technologie dans nos lunettes ? Alors techniquement, ça va être possible, mais ça va dépendre aussi de ce que vous voulez voir. Mais bien sûr, on travaille sur ce type de technologie pour que dans des lunettes de ville, des lunettes moi, je voudrais tous voir les Netflix, par exemple, pendant que je fais du... Parce qu'il s'ennuie pendant les émissions, comme ça, il pourra regarder une petite série. Alors Netflix, c'est un peu plus compliqué, mais Oui. des informations simples, ça sera faisable, tout à fait. Oui. Ça coûte combien, ce petit capteur, Eric ? Alors aujourd'hui, c'est pas le prix de la techno. Aujourd'hui, Julbo les commercialise à 499. D'accord. C'est un prix qui va évoluer avec le temps. Mais voilà. Très bien. Belle innovation. C'est une belle innovation. Ouais. Et c'est 100% français. Et ce savoir-faire donc de petits capteurs et de petits afficheurs OLED, c'est spécifique à votre entreprise, en fait. Voilà, donc en fait, la maison mère, c'est MicroLED. Et nous, on fabrique des écrans OLED tout petits. Et notre savoir-faire, c'est vraiment la basse consommation d'énergie. On est un peu les champions l'autonomie, du on monde n'en a pas parlé. dans ce domaine-là. Justement, quelle est l'autonomie? Monsieur l'a dit 15 heures, c'est ça pardon. hein. Voilà, 15 heures, c'est le système complet avec la communication Bluetooth et tout. D'accord. Donc, pour faire du sport, c'est largement suffisant. Super. Peut-être que demain, toutes les applications d'assistance à tous les sports seront compatibles avec des lunettes grâce à votre technologie, en fait. Voilà, ou de la navigation, ou plein d'autres applications. En fait, après, c'est l'imagination et la créativité qui trouvera peut-être sa place. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci. Eric Marcelin Dibon, donc d'Active Look. On va rester dans les lunettes, François, en tout cas dans la vision et dans la réalité virtuelle avec notre deuxième invité. Jérôme, on va poursuivre, tu as raison, dans les lunettes, mais cette fois-ci pour évoquer la réalité virtuelle. Avec une solution en fait qui peut servir à plein de choses. C'est Retail VR. Adrien Zanelli, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je vais lancer le chrono. Et vous allez nous présenter donc Retail VR. Vous avez 6 minutes pour nous faire rêver, Adrien. On vous écoute, allez-y. J'espère. Alors, Retail VR, en fait, c'est parti d'un constat assez simple qui est de dire que les expériences en e-commerce notamment ou en magasin sont assez pauvres et donc l'idée c'est de pouvoir enrichir grâce à la réalité virtuelle ces expériences d'achat, qu'elles soient sur le net ou dans le magasin. Alors sur le magasin en fait ce qu'on fait c'est qu'on va accélérer les processus marketing puisque les marques ont besoin de se rapprocher de leurs clients, de s'immerger dans ce qu'on appelle le digital. Les clients ont besoin d'expérience aujourd'hui. Et donc, on va les aider. J'adore ce mot. C'est-à-dire qu'il faut s'amuser dans le magasin. On n'est pas là seulement pour acheter. Il faut s'amuser, mais il faut surtout réfléchir au meilleur concept qui va cibler plus facilement. Et des concepts, ils en sortent de plus en plus avec des ultra-segmentations. Et donc, il faut maintenant que les marques parlent à leurs clients de manière très précise. Et nous, en fait, on vient les aider à accélérer ces processus de mise en place de nouveaux concepts. Alors, Adrien, on était en train de... Moi, j'avais l'impression d'être dans mon hypermarché préféré, en train de visiter un hyper avec une vidéo qu'on a vue, là. Ouais. Donc là, c'était du virtuel, c'est ça ? Tout à fait. Alors, expliquez-nous les... Alors. Donc là, on visite un magasin. Alors on a vraiment cette branche qui est accélération des processus marketing merchandising. Donc en fait on va recréer un parcours client. Donc je vous donne un exemple, je m'appelle Nestlé et j'ai envie de faire une présentation pour Roland Garros de la nouvelle bouteille Perrier. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser notre plateforme elle va modéliser, ça c'est très important parce qu'en fait on modélise automatiquement du contenu. C'est-à-dire qu'on a un processus breveté qui permet depuis des photos
de faire une conversion en 3D, automatiquement. C'est un vrai magasin que vous avez transformé en 3D. Et ensuite, on fait tout l'intérieur du magasin. On va recréer un supermarché dans lequel on va pouvoir positionner à différents endroits des rayons complets, puisqu'on vient se positionner au-dessus d'un logiciel merchandising, ce qu'on appelle, qui va recréer automatiquement à la volée des rayons qu'on va comme ça intégrer dans un magasin. Et de là, on va pouvoir simuler un parcours client. Avec des têtes de gondole virtuelles que vous allez pouvoir créer à la volée. Donc ça veut dire qu'on peut comme ça aussi développer sur des études shopper qui vont nous permettre donc de simplifier et d'accélérer les coûts d'études pour les shoppers quand on veut lancer un nouveau produit. Et donc de pouvoir développer de nouveaux concepts beaucoup plus pointus. Oui, parce qu'aujourd'hui, ces shoppers sont obligés d'aller dans des magasins physiques, ça prend du temps, enfin c'est compliqué, etc. Là, ils le feront avec leurs lunettes, en fait. Alors ça, c'est un axe qu'on appelle chez nous le V-commerce ou le showrooming, qui en fait va permettre donc de faire des expériences de vente immersives qui vont être en effet, comme vous le décriviez, en fait, c'est l'équivalent en virtuel d'un acte d'achat dans un site e-commerce. Et là, je vais vraiment pouvoir m'immerger dans jouer avec les produits, les prendre, les toucher, et je vais ajouter du contenu vidéo ou du contenu photo qui va me rendre une expérience beaucoup plus sympathique que ce que j'ai en flat sur un. Ça veut dire que donc votre activité elle est B2B, hein, elle s'adresse aux marques, mais quand on voit ça, on se dit qu'effectivement peut-être que le grand public que nous sommes, les consommateurs demain feront leurs courses comme ça. Bien sûr, on a déjà eu plusieurs expérimentations, notamment une avec Nespresso, qui a été assez visionnaire sur le coup. Donc on a recréé une boutique. Alors on est parti d'un concept merchandising de boutique, puisque la boutique est très importante pour Nespresso. Hein, c'est vraiment. Oui, bien sûr, c'est un peu comme l'Apple Store. Hein, c'est quelque chose. Exactement. Avec des codes. C'est du même niveau. C'est tout à fait. Les codes du luxe d'ailleurs. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est de recréer un environnement d'achat dans lequel je m'immerge et je peux, avec ma souris, avec mon téléphone, jouer avec les produits, les prendre, les mettre au panier, tout aussi rapidement que je le ferais sur un site e-commerce. Et alors, vous avez mentionné en début d'interview les lunettes. Alors, on les utilise pas beaucoup, les lunettes. Non, c'est pas systématique. Il y a très très peu d'équipements aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que c'est là où on a vraiment l'immersion complète à l'intérieur d'une boutique, où là, vraiment, on y est, quoi. Oui, c'est donc la vraie VR, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc là, ça peut servir à créer des boutiques, à savoir comment on va la designer, la décorer, placer les produits. On a vu la petite guérite Perrier. Exactement. Alors, on a aussi la guérite Perrier, en fait, je reviens sur le métier marketing, vente, merchandising. En fait, ça, c'est ce qu'on utilise en réalité augmentée. C'est-à-dire que je suis commercial. On a défini le parcours client avec Carrefour, Auchan, on va envoyer les commerciaux sur le terrain, et grâce à cette réalité augmentée, ils vont pouvoir mettre en situation physique dans le point de vente véritablement la tête de gondole au bon endroit, le box marketing, les bannières, tout l'habillage qui fait qu'on fait une promotion sur le point de vente. Alors moi j'avais une petite question, est-ce que demain, à votre avis, Jérôme ou moi pourrions chausser une paire de lunettes ou un masque de la réalité virtuelle pour faire son shopping et faire ses courses? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on l'a envisagé à plusieurs reprises en ce qu'on appelle en extension de gamme, c'est-à-dire de pouvoir mettre dans un espace un lobby, un espace d'attente, quel qu'il soit, ou même chez vous, vous pourriez tout à fait chausser votre masque et on peut faire un paiement en ligne. Derrière, on vient se connecter sur tous les CMS, CRM disponibles de la place, hein, et donc on peut se faire livrer ces capsules. Ça existe, ça déjà ou pas? Alors, il y a des solutions qui ont été déjà mises. Alors, nous, on a monté on a commencé à travailler sur ce concept avec Nespresso. Le Covid nous a un peu arrêté dans notre élan, c'est fort dommage. Mais il y a déjà des solutions de ce type qui existent en Chine. Decathlon l'a utilisé pour la présentation de ces tentes qui sont très volumétriques. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de faire une présentation de tentes dans des lunettes plutôt que sur 3 hectares à l'extérieur d'un magasin. Bon, apparemment, il n'y a pas grand monde dans les allées quand même. Hein, donc, alors, c'est vrai bien, mais au niveau ambiance, c'est pas top. Il faudrait qu'on le peuple un peu. Au moins, on perd pas de temps. Oui, c'est ça. Puis, quand il y a du monde dans les allées, ça veut dire qu'après, il y a du monde à la caisse aussi, accessoirement. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Très intéressant. Donc, Retail VR. Merci. On va continuer en parlant de robots. Merci d'être toujours là sur 01 TV pour ce village startup. Et Jérôme, on va parler robot maintenant, et un robot totalement Frenchy en plus. Exactement, que l'on connaît déjà, c'est le petit robot Buddy. Bonjour Buddy, et bonjour Rodolphe Hasselwander.
Bonjour messieurs. Bonjour Rodolphe. Alors, vous représentez la société Blue Frog Robotics, hein, avec donc ce Buddy. C'est vrai, hein, Jérôme, ça fait quelques années qu'on découvre ce robot qui évolue, hein, de génération en génération. Depuis combien de temps, en fait, vous avez déjà vous portez ce projet, Rodolphe? J'ai créé la société fin 2014. Fin 2014. Voilà. Donc vous êtes une vieille start-up maintenant. Hein, on n'est plus une start-up maintenant, on va en parler là, mais voilà. Mais voilà, c'est ça. Alors justement, où en êtes-vous? Qu'est devenu Buddy, qu'on avait découvert il y a plusieurs années sur 01 TV? Déjà juste rapidement, pourquoi Buddy, pourquoi Blue Frog? En effet, moi j'ai créé Blue Frog avec vraiment l'idée de démocratiser la robotique et parce que j'avais cette vision qu'on vivrait tous avec des robots demain. Et à une époque où voilà, il n'y avait pas vraiment de marché, mais il y avait quand même cette vision d'être le Apple des robots. Et en effet, il y avait, comme je le dis, il n'y avait pas de marché, mais quelque part c'était bien pour nous parce que développer des technologies révolutionnaires, ça prend du temps. Et quand je dis révolutionnaire, je ne mâche pas mes mots. C'est vraiment important parce qu'on est exactement comme dans les années 70-80, à la sortie du premier ordinateur personnel, qui est devenu la révolution de l'informatique personnelle. Ah, vous faites cette analogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le robot, on est vraiment au tout début de l'ère informatique. On est en plein dans le début de la révolution de la robotique personnelle. Clairement, et Blue Frog est pour le coup un des leaders européens, voire mondiaux du secteur. Mais voilà, demain on aura tous des robots et exactement comme ce qui s'est passé avec l'informatique personnelle, aujourd'hui, je les détaillerai un peu après, avec Buddy, on va attaquer les marchés professionnels, B2B, pour justement déployer, réfléchir, imaginer les use cases, les services qui feront demain le succès de Buddy. On va aller à l'essentiel, Rodolphe, parce que on est à 4 minutes 30 encore. Qu'est-ce qui fait Buddy? À quoi il sert? Donc aujourd'hui, Buddy, nous, c'est donc le Buddy Pro, donc réservé aux pros sur 3 verticales. Le marché de la Silver Economy, donc tous les acteurs de la Silver Economy, l'éducation et l'autisme. Donc Silver Economy, personnes âgées, en perte d'autonomie. Voilà. D'accord. Et typiquement, un exemple, s'il vous plaît, Rodolphe. Donc je donne un exemple très concret. Pour un senior qui a ce robot, à quoi sert-il? Alors, le principe de Buddy, c'est d'aller pouvoir garantir la sécurité du senior, faire du monitoring, vérifier qu'il va bien, le divertir, être une présence bienveillante, parce que malheureusement, encore plus avec la pandémie qui a mis en lumière un peu tous les problèmes d'isolement, et d'avoir un compagnon avec lui, c'est hyper important. Faire du lien social aussi. Je vais pouvoir discuter avec ma famille à distance, partager des photos, renvoyer des photos. Il fait de la visio, caméra, écran, de façon complètement autonome. Et puis, leur proposer des activités au quotidien. Et l'interface, c'est la voix là? La voix, ça marche comment? Les gestes, le robot peut reconnaître, détecter des gens, les suivre, se déplacer de façon autonome. Donc ça, c'est pour on va dire, les personnes âgées. Aujourd'hui, on a un cas très concret d'un marché qu'on a décroché avec l'éducation nationale, qui porte sur plusieurs milliers de robots. Donc, on a lancé la production des milliers de Buddy qui commence à être livrés depuis ce mois-ci. Et alors, dans l'éducation nationale, ça servira typiquement, il y a une phase d'apprentissage, mais là, c'est vraiment un marché très spécifique sur les enfants qui sont hospitalisés, donc qui sont malades, qui ne peuvent pas suivre les cours, et donc qui vont être dans leur lit d'hôpital avec une tablette et qui vont avoir un Buddy dans la classe, limite à leur place, qui va être leur avatar. Génial. Et donc qui va faire de la téléprésence, voir à travers les caméras du robot, vous suivre le cours, parler avec le prof, parler avec ses copains, donc il peut déplacer la tête du robot, peut déplacer le robot lui-même. Donc là, il télécommandera en fait le robot à distance. Exactement, puis il y a des modes un peu autonomes, il peut afficher soit son visage à lui, soit le visage de Buddy s'il ne veut pas qu'on le voit, imaginons qu'il soit vraiment visible. Ou un avatar, ou se créer un avatar peut-être. Exactement, avec plus ou moins content, pas content, vous voyez, Buddy a différentes expressions qui vont pouvoir refléter l'expression de l'enfant à ce moment-là. Il peut prendre des photos, partager son travail avec le prof, on peut l'emmener dans la cour de récré, il peut suivre ses copains à jouer à cache-cache, sans bouger de sa chambre d'hôpital. Donc c'est un autre cas d'usage très concret qu'on adresse aujourd'hui. Donc création française, Buddy, on l'a dit. Ça fait appel à quelle technologie? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment vous l'avez mis au point? C'est très compliqué parce que en fait, c'est la convergence de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc déjà, la robotique en tant que telle, c'est assez compliqué. C'est de l'électronique, de la mécanique, avec l'objectif d'avoir un produit qui soit abordable. En termes de coût, on n'est pas du tout sur ce qu'il y avait aujourd'hui comme référence, sans citer de concurrence, mais à plus de 10 000, 15 000 euros les robots. Là, nous, on est sur une offre qui commence à 2 000 euros par robot. Donc voilà, il y a toute cette complexité mécatronique dans le but d'avoir quand même un robot accessible, et puis bien sûr de l'IA, c'est-à-dire tout ce qui va être la perception de son environnement, la compréhension de son environnement, tout ce qui va être interaction autonome à la voix, comprendre les gens, les reconnaître, savoir ce qu'ils veulent, quel est leur état d'esprit. Et puis ce qu'on n'a pas parlé, c'est-à-dire que
La clé de l'acceptabilité pour moi, pour nous, chez Blue Frog, c'est créer du lien d'empathie avec les gens. Et ça passe par son design, mais aussi sa capacité à exprimer ses émotions, son état émotionnel. Et c'est comme ça qu'on vendra des milliers et des dizaines et des centaines de milliers de robots. Même si vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas que les robots soient sympathiques et nous ressemblent. Alors nous ressemble, je suis d'accord. D'ailleurs, Buddy, je ne pense pas qu'il nous ressemble trop. Par contre, qu'il soit sympathique, si, c'est la clé. Hein. Des fois, on me dit c'est pas bien, on ne peut pas aimer ou avoir des sentiments pour quelque chose qui n'est pas vivant, enfin, au terme de biologie. Hein. Mais en fait, on a tous aimé quelque chose qui n'était pas vivant. Hein. On a tous eu un doudou à qui on parlait et qui on n'était rien sans lui et qui n'était malheureusement pas vivant. Bah, nous, on fait des doudous pour tout le monde, même pour les adultes. Et est-ce que demain, on aura ce type de robot pour les particuliers ? Parce que c'était votre idée de départ. Hein. Ça l'est toujours. Je reste sur ce que je disais tout à l'heure. On veut être le Apple des robots. C'est une plateforme ouverte sous Android. Et les développeurs peuvent créer des applis pour le grand public et bien sûr les professionnels dès maintenant. Et notre objectif, c'est dès 2022, donc peut-être début 2022, en tout cas premier semestre 2022, d'être sur le marché grand public avec un robot qui fera beaucoup plus de choses, en tout cas destiné au grand public, alors qu'aujourd'hui, on est sur des verticales très précises, mais qui nous permettent justement d'affiner ce produit qui demain sera grand public. Voilà. Tu vois ce qu'on va s'offrir pour Noël 2022. Donc. Il nous tarde. Merci beaucoup, Rodolphe. Et évidemment, on souhaite plein de réussite à ce buddy bien sympathique, Blue Frog Robotics. Donc. Merci. Merci à vous. Merci. On va parler de santé maintenant, de technologie de santé, sous différents aspects, avec nos conseils du coach, François. Et c'est Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Fabrice qui s'est penché sur la health tech, Jérôme, tout ce qui touche à la tech et à la santé. Et il faut savoir qu'en France, on a de sacrées pépites dans le domaine, hein, Fabrice. On n'a pas à rougir par rapport à nos voisins européens. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Alors peut-être renforcé par le contexte actuel, mais c'est un secteur très dynamique. On a de très belles pépites. Mais avant tout, c'est quoi la health tech ? C'est quoi la health tech ? Parce que ça peut sembler un terme un petit peu complexe à comprendre. C'est tout d'abord un secteur qui propose des innovations qui vont transformer la prise en charge des patients, le parcours de santé du patient et globalement l'ensemble du système de santé. Donc, dans la health tech, on va retrouver toutes les sociétés innovantes, les startups, qui proposent des nouveaux produits, d'une nouvelle technologie qui vont impacter la santé humaine. Alors, petit chiffre quand même, actuellement on a 2050 startups health tech, donc ce qui montre effectivement cette dynamique extrêmement forte sur le secteur. 21 au French Tech 120. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le French Tech 120. C'est le top, en fait c'est les 120 premières startups tech. Qu'on appelle même des scale-up et qui vont être accompagnés par l'État dans un programme tout particulier pour pouvoir justement rayonner à l'international et être les nouveaux leaders de demain sur ces sujets-là. Après, le step supplémentaire, c'est le Next 40. Eh bien, dans le Next 40, on en a combien, à votre avis, de start-up health tech ? Dans le Next 40 ? Allez, je dirais... Elles sont connues. Il y en a au moins une que vous connaissez forcément. 10, 15 Doctolib. Bien sûr. Doctolib, donc, j'ai pas besoin de dire ce que fait Doctolib. Tout le monde est aujourd'hui client, depuis quelques mois, on a tous utilisé, je pense, Doctolib. Et l'autre, c'est BioSerenity. BioSerenity, c'est une très belle start-up qui propose un vêtement que le patient va porter avec plein de capteurs. Et le patient va l'avoir sur lui plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ensuite, l'ensemble des informations sont traitées par intelligence artificielle et renvoyées à son praticien. Donc ça, c'est une très belle start-up à suivre de près. Elle vient même de développer et de sortir un masque. Alors, rien d'original à ça, sauf qu'il tue également le virus. Donc non seulement il vous protège, mais il vous évite éventuellement de mettre les mains dessus et protège éventuellement les autres qui pourraient être amenés à être à vos côtés. Donc voilà une très belle startup. BioSerenity à suivre. Donc 2 startups quand même dans le Next 40. Le Next 40, c'est un label qui a été développé par l'État et qui finalement met en avant les futures grandes entreprises peut-être de demain. C'est un peu la crème de la crème. Oui, c'est ça. Ça fait penser au CAC 40. Hein. C'est un peu ça. En tout cas, dans la health tech, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 grands domaines pour pouvoir suivre ce sujet. Le premier, c'est la biotech. Le second, c'est la medtech. Il y a beaucoup de tech dans ce que je raconte, je suis désolé. Et le dernier, c'est la digital tech. Ça nous rassure. Hein. Oui, c'est un peu le sujet. Alors, biotech, vous en connaissez forcément une dans la biotech. Juste, la biotech, c'est quoi ? C'est une entreprise qui va développer cette fois-ci des nouveaux médicaments, des nouveaux diagnostics biologiques ou des nouveaux traitements. Une qui est très connue actuellement. Alors, mais c'est que des quiz aujourd'hui. Mais non, mais on parle de quoi, actuellement depuis janvier. On parle de vaccins. On parle de vaccins, voilà. Et le vaccin qui a été le premier à être homologué, notamment en Europe et en France. BioNTech.
BioNTech, BioNTech, tout à fait. Donc, elle avec porte bien son Pfizer. nom avec Pfizer. Donc Pfizer étant un grand groupe, BioNTech étant une biotech. Et Allemande, je crois. Hein. qui est une biotech allemande Ouais. qui s'est créée en 2008, qui n'était pas forcément sur le sujet tel Oui. que d'aujourd'hui, mais qui a pu se recycler. Donc en fait, D'accord. la biotech, c'est également un secteur assez particulier parce que ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire le temps nécessaire C'est très long. pour mettre, voilà, il est très long, pour mettre en marché une innovation est extrêmement long. On compte entre une dizaine d'années, à peu près entre 8 et 10 ans pour Ah oui. entre le Oui, moment où parce on a qu'il y a l'idée, toutes la les recherche, validations. toutes les validations, la nécessaires. recherche, Ah oui. effectivement, pour pouvoir ensuite oui. le commercialiser. En termes d'investissement, c'est colossal. C'est entre 800 millions et 1 milliard de Ouais. dollars de dépenses. Ah oui. Le ticket d'entrée est Le ticket très, d'entrée est très cher. extrêmement important. Mais après, ça peut être le jackpot. Ah bah, en tout cas, là, c'est le Ah jackpot, bah, j'imagine, là, pour BioNTech, BioNTech, c'est BioNTech, c'est certain. plutôt pas mal. Ouais. D'ailleurs, sachez que sur l'année 2020, c'est plus de 1,3 milliard de dollars qui ont été investis, 1 milliard d'euros, pardon, qui ont été investis, levés par 38 startups biotech françaises. C'est plus 60% par rapport à 2019. Donc ça vous montre quand même la dynamique actuelle et à quel point les Français sont très bons sur ces Et puis le sujets-là. gouvernement qui met de l'argent aussi. Il y a le gouvernement qui accompagne également Bien cette sûr. croissance. Ensuite, on a les medtech. Alors les medtech, quelle est la différence avec les biotech? Ce sont des sociétés qui développent cette fois-ci des nouveaux équipements médicaux. Les prothèses, équipements d'imagerie, équipements pour la chirurgie, organes artificiels. Donc là Objet aussi- connecté, peut-être pour la santé. Alors, objet aussi connecté, c'est plutôt dans la digital health tech. Ah d'accord, c'est autre chose. On va y Donc là, c'est venir. quoi? C'est les robots pour opérer? C'est les, ça. Il y en a les une qui est d'ailleurs exosquelettes les robots pour opérer. Bah, c'est exactement l'exemple que j'allais donner. C'est Caranova, qui est une startup de la French Tech 120 également, et qui automatise, qui robotise les opérations de l'œil. Donc c'est exactement ce type d'entreprise. Et ensuite, pour finir, la digital health tech, celle que l'on connaît finalement davantage. Oui. Nous, les uns les autres, finalement, le commun des mortels, ça désigne tous les outils qui permettent au secteur de la santé, cette fois-ci, de se digitaliser, de se transformer. Donc, c'est tous les dispositifs médicaux connectés. On connaît tous WeThings. Enfin, Bien sûr. j'imagine que c'est extrêmement connu aujourd'hui, mais c'est pas que ça. C'est aussi, Tensiomètre, capteur de sommeil, mais c'est aussi le télémonitoring, c'est aussi la télémédecine, ça fait partie de ce secteur-là. Le marché français de la santé digitale, c'était estimé en 2014 à 2,7 milliards d'euros. Aujourd'hui, en 2020, c'est 4 milliards d'euros. Donc là aussi, ça vous montre la puissance, l'étendue quand même du marché qui est extrêmement important. Et puis en plus, la crise sanitaire qu'on vit les uns les autres a changé complètement notre perception finalement de l'usage qui peut être fait, à la fois en tant que patient, sur la digital health tech, mais aussi en tant que praticien. C'était plutôt les praticiens d'ailleurs qui freinaient, Bien sûr. qui freinaient Ça a été, en fait, l'usage. cette épidémie a été un Un accélérateur. déclencheur, tout à fait, et notamment dans la télémédecine. La télémédecine, je vous rappelle, qui regroupe la téléconsultation entre le praticien et son patient, mais c'est aussi la téléexpertise entre le praticien et un expert, et la télésurveillance pour, cette fois-ci, surveiller à distance un patient. Eh bien, quelques chiffres à partager avec vous. Les téléconsultations, en février 2020, c'était 40 000 téléconsultations. Donc je trouvais déjà ça pas mal, Donc finalement. juste avant Donc, il y a la un an. pandémie. Juste hein. avant. Pendant la pandémie, on y est encore, mais là on était encore confinés. Avril 2020, 4,5 millions de téléconsultations. Incroyable. Décembre 2020, on est revenu peut-être à un rythme plus normalisé, mais on est quand même à 1,9 million de On téléconsultations. retombera par plus à qui montre 40 que 000, Non, ça c'est ça y est, certain. c'est fait. On reviendra plus en arrière. C'est rentré dans les mœurs. Les praticiens comme les patients ont adopté ça. Peut-être une dernière start-up que je souhaitais mettre en avant, qui fait l'actu du jour en plus, qui vient de lever 2,5 millions d'euros. Elle vient de l'annoncer auprès d'Elaya et Magic Santé. C'est une start-up qui m'a impressionné. C'est une spécialiste de la détection de signaux vitaux par caméra. C'est-à-dire que vous prenez votre iPhone, elle va pouvoir transmettre à distance à votre médecin tous les signaux vitaux qui vous concernent. Donc voilà, une très très belle start-up également à suivre. Elle s'appelle eVirtual. Formidable. Eh bien voilà, On voit que ça petit point fourmille sur, d'innovation. Voilà, la S-Tech en France, et encore une fois, sans être trop chauvin, on est plutôt bon dans ce domaine. Voilà. On est bon par rapport à l'étranger? On est plutôt bon par rapport à l'étranger. En tout cas, c'est un secteur qui est en pleine croissance aujourd'hui, en France notamment. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous deux. Marcella. Fabrice Marcella, maire du village Baïséa ici. Voilà, c'est ce qui referme ce nouveau numéro de Village Startup. On se retrouvera, François, bien entendu, le mois prochain. Bien évidemment, avec plaisir d'ici là. N'hésitez pas à nous suivre sur 01 TV, bien sûr. À très vite. Salut à tous.